Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Manfoutisme, le podcast qui invite à la souveraineté intérieure de chacun. Tous les 15 jours, nous plongeons dans les eaux tumultueuses de l'exploration de soi. Humour, réflexion, liberté de penser et de dire sont les maîtres mots de ce podcast. Je m'appelle Christelle Charlier et ici je remets en question les dogmes de la conformité qui nous poussent à faire ce qu'on nous dit de faire, tels des moutons, pour découvrir notre propre chemin, notre propre voie individuelle, porteuse de changement. Ensemble, nous questionnons nos croyances, nos actions et notre vision du monde pour créer un avenir meilleur, rempli de sens et d'innovation pour tous, planète comprise. J'ai créé ce podcast pour m'autoriser en tant que personne, professionnelle et citoyenne, à exprimer ma vision du monde et ses besoins de transformation, qui passent avant tout par une transformation individuelle. C'est ce que dit Gandhi à travers sa citation bien connue « Soyez le changement que vous désirez voir en ce monde ». Mais c'est aussi au travers de ma transformation personnelle, entamée il y a maintenant plus de 10 ans, que je suis en capacité d'affirmer qu'en travaillant sur soi, tout en développant sa spiritualité, on effectue une transformation qui modifie en profondeur ce que nous sommes et nous permet de vivre dédouanés du joug de la société, du système dans lequel nous sommes nés et qui nous contraint. Parce que s'il ne le fait pas, alors il meurt. On nous a inculqué l'impuissance apprise, qui donne la conviction que nous sommes dépendants du système dans lequel nous sommes éduqués, alors que ce système n'existe que parce que nous acceptons son existence. Autrement dit, ce n'est pas le système qui a le pouvoir de transformation, c'est nous. Aujourd'hui, j'inaugure le 2e format de ce podcast, en interviewant des personnalités connues et moins connues, pour nous parler de leur vision de la souveraineté intérieure, en mettant en lumière que faire des choses qui donnent du sens à notre vie nous nourrit, nous rend plus créatifs, plus forts et audacieux. Katia Krabbe me fait l'honneur d'être ma première interviewée. Je suis d'autant plus heureuse de commencer avec elle, car elle a contribué à la création de ce podcast. J'ai fait sa connaissance en septembre 2023 sur le réseau professionnel LinkedIn. La mayonnaise a pris tout de suite entre elle et moi, et j'avoue lui avoir confié des choses que je ne dis habituellement qu'à des personnes de confiance. C'est sans doute parce que je me suis sentie écoutée sans jugement et qu'elle a su poser les questions nécessaires à la libération de ce que j'avais à dire. C'est sans nul doute également parce qu'elle a exercé le métier de psychologue pendant 17 ans, interdite d'exercer depuis 2021 pour les raisons injustes que nous connaissons tous. Katia a su, comme souvent les inconnus en ont le pouvoir, déclencher mon passage à l'acte pour créer ce podcast. Aujourd'hui, elle a 2 casquettes, copywriteuse, rédactrice web SOE et podcasteuse. Son podcast s'intitule « Aujourd'hui écrivons demain » et par le biais de ce média, elle interviewe les acteurs du nouveau monde, comme elle aime les appeler. Bonjour Katia, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Christelle, je suis un petit peu émue par ta présentation. Je voulais te rendre un petit peu hommage par rapport à ce que tu m'as donné et j'espère qu'en Mmh. en t'invitant aujourd'hui, je vais t'aider aussi à faire encore plus connaître ton activité et qui tu es. Écoute, je te remercie, puis je suis très honorée d'être la première à augurer Oui. ton nouveau format. As-tu quelque chose à ajouter sur la présentation que je viens de faire de ton activité? Effectivement, le podcast, c'est ce que j'ai mis en avant ces derniers mois et c'est aussi par ce podcast-là qu'on s'est rencontrés. C'est grâce à lui, en tout cas, qu'on s'est rencontrés sur les réseaux, donc merci à lui. Non, là, comme ça, spontanément, parce que je suis encore un peu sous le coup de l'émotion, je vois pas ce que je peux te dire comme ça, en fait, ouais. Ok, bon, si tu veux rajouter des choses un peu plus tard, tu en auras tout le loisir. Je te rappelle la règle du jeu de ce podcast. Il s'agit de connaître ta vision sur la souveraineté intérieure au travers de tes actes et de ta vision du monde. Pour ce faire, je vais te questionner sur qui tu es, tes motivations, tes émotions et ressentis quand tu fais ce que tu aimes et donne du sens à ta vie. L'objectif n'est pas d'être dans le voyeurisme, ou de te mettre mal à l'aise. Donc si je te pose une question à laquelle tu n'as pas envie de réponse, tu me dis non, il y a aucun problème. Et je tenais à le dire ouvertement pour que ça fasse pas bizarre si, par exemple, tu me dis non à un moment donné sans que les auditeurs sachent pourquoi il y a cette règle du jeu. C'est OK pour toi? Bah oui, est-ce qu'elle commence pas par là aussi la souveraineté, de pouvoir dire non? Ça en fait partie effectivement, totalement. Allez, c'est parti. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a incité à devenir psychologue? Combien de temps on a pour parler de cette question-là?
En fait, je ne sais pas, quand j'étais au lycée, qu'on a fait des demandes pour s'inscrire à la fac, moi, j'étais partie sur la socio parce que j'étais en bac ES, donc économie et sociale. Et je ne sais pas comment j'ai bifurqué, je me suis retrouvée en fac de psycho. Voilà, là où je l'ai peut-être compris des années après coup, c'est que ma mère m'a avoué nourrir secrètement l'envie d'être psychologue. Et je me suis dit: «Ah, est-ce que j'ai pas répondu au désir de ma mère qui voulait être psychologue?» Et je me suis retrouvée à faire des études de psycho parce qu'elle était déjà beaucoup dans le développement personnel, questionnement existentiel et cetera, la spiritualité. Et je pense que dans l'après-coup, parce qu'en fait, c'est dans l'après-coup, je pense que j'ai compris mes motivations à devenir psychologue. C'est mon histoire familiale, clairement, qui a participé à ce que je devienne psychologue. Je pense que j'ai cherché à réparer, mes blessures et les blessures de mes proches et les relations familiales qui étaient, abîmées. Je pense que c'était de l'ordre inconscient au départ, en fait. Parce que vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a fait m'inscrire en fac de psycho alors que j'étais en bac économie et sociale, tu vois? Mmh. Oui, effectivement, c'est pas tout à fait, rationnel. Mais quand je suis pas sûre que dans la vie, on fasse vraiment des choix qui sont totalement rationnels, hein. C'est, d'ailleurs démontré, nos émotions, tout ce qu'on a vécu vont participer inconsciemment à définir les chemins que nous allons suivre. Mais au bout de Mmh. 17 ans, de ce métier, qu'est-ce qui te faisait vibrer au quotidien quand tu l'exerçais? La rencontre avec les résidents ou les patients, les familles que j'accompagnais, qui se passait même au sein de notre rencontre parce que tu parlais d'impuissance en introduction, il y avait quand même, j'avais un fort sentiment d'impuissance à exercer mon métier parce que je travaillais en structure. Je voyais les limites de mon intervention dans la structure, pris dans des budgets restrictifs, des problématiques d'équipe, d'institution. On était un peu dans un carcan, tu vois, avec pas une pleine autonomie et indépendance dans ce qu'on pouvait faire, mais la rencontre, l'humain, en fait, ce qui pouvait, passer, voilà, même si, bah, la plupart de mes résidents avaient, tu vois, des troubles cognitifs, donc pas forcément ancrés dans cette réalité dans laquelle on était, Mmh. perdus dans leurs méandres, dans la mémoire, dans les limbes de leur mémoire, dans leur passé. Mais le lien, en fait, à l'autre, ouais. En fait, c'était être juste là. À un moment donné, quand tu dépasses ce sentiment d'impuissance ou que tu revois à la baisse peut-être ton niveau d'exigence sur ce que tu peux faire pour l'autre et que tu comprends que tu as juste à être là et Mmh. d'offrir ton écoute et ta présence. Ben voilà, ce que tu disais, ben peut-être ça permet peut-être de pouvoir se raconter un peu plus ou de pouvoir parler de ses angoisses du moment ou de ce qui est difficile ou de ce qui peut être joyeux. Donc c'était, oui, ce lien à l'autre, cette présence, cette part d'humanité, en fait, qui manquait pour moi cruellement dans les institutions où j'étais et encore plus en temps de Covid. Donc oui, cette humanité peut-être qu'on pouvait partager finalement. J'en ai les frissons en te disant ça. Est-ce que ça te manque? À certains moments, oui. Pas mon métier, parce que j'ai souffert dans mon activité quand même. Je me suis heurtée aux institutions et notamment, depuis mars 2020. Mais il peut me manquer effectivement, j'ai parfois pas la nostalgie, mais je me souviens de certains accompagnements de résidents, de familles qui m'avaient accordé leur confiance, qui m'avaient repérée, qui, tu vois, je pense à la fille d'une résidente à qui je n'ai pas pu dire au revoir, à qui je n'ai pas pu dire que je quittais l'établissement où j'étais parce que voilà, j'ai été suspendue, donc j'ai quitté brutalement en fait la structure et même j'étais en arrêt de travail avant d'être suspendue, donc je pouvais encore moins la prévenir que notre suivi s'arrêtait. Donc oui, parfois je pense aux familles à qui j'ai pas pu dire au revoir et qui ont été, comme abandonnés, en fait, à leur triste sort et je ne sais pas ce qui leur a été dit, tu vois, de cet arrêt brutal. Donc oui, parfois j'y pense parce qu'il peut y avoir un manque. Alors là, je vais changer un petit peu de sujet. Qu'est-ce qui a motivé la création de ton projet professionnel, actuel? Est-ce qu'il y a un lien avec, justement, ce besoin, ce désir, cette motivation à être dans le lien avec l'autre? Je crois pas avoir recherché ça, mais ça s'est presque imposé à moi. Ça s'est pas décidé. Alors moi, j'ai arrêté d'être psychologue, on va dire en septembre 2021, pour une durée qui était non déterminée. Je ne savais pas à ce moment-là ce que j'allais advenir. Moi, je me suis mis en quête surtout à ce moment-là, donc en septembre 2021, de recueillir des témoignages sur ce que nous vivions. Je voulais laisser une trace et je crois que c'était aussi ma manière à moi de transcender le traumatisme que j'avais vécu de la suspension. Donc j'ai pas réfléchi à ce que j'allais faire professionnellement parce que j'étais indemnisée par Pôle emploi à ce moment-là et que j'avais besoin, je pense aussi, de penser mes plaies. Si on recontextualise la vie telle qu'on l'a menée à ce moment-là, il n'y avait pas de perspective, je n'arrivais pas moi à me projeter dans le temps, donc en fait, j'ai surtout, pensé à ce que je pouvais faire sur le moment pour laisser une trace de ce que nous vivions. Donc je me suis engagée dans une démarche, voilà, de recueil de témoignages, donc j'ai interviewé une quarantaine de personnes, ça m'a occupée pendant plusieurs mois et à un moment donné, il a bien fallu que je me pose la question effectivement de qu'est-ce que j'allais faire parce qu'il était toujours pas question que je puisse reprendre mon métier de psychologue, puisque je n'étais toujours pas OK avec les contraintes auxquelles je devais me soumettre pour reprendre mon métier de psychologue. Et donc au printemps 2022, je me suis dit: «Tiens,
puisque je m'étais embarquée dans de la rédaction, hein, puisque j'ai fait des recueils de témoignages que j'ai retranscrits, que j'ai réorganisés extra pour en faire un recueil. Je me suis dit, est-ce que je pourrais pas me lancer dans la rédaction? Et j'avais des amis qui étaient à leur compte, qui peinaient à faire alors leur activité, la communication, les réseaux, le site internet, enfin tout ça, c'était pas de leur partie. Et je me suis dit: «Tiens, est-ce que je pourrais pas peut-être les aider à faire leur communication sur le web, les réseaux? Et puis, est-ce que je pourrais pas, pour les particuliers, recueillir leur histoire?» Donc là, ce serait une continuité de mon métier de psychologue. Et de là, j'ai enclenché tout un processus pour imaginer pouvoir être à mon compte. Donc accompagnement par Pôle emploi, formation, et de fil en aiguille, en fin 2022, je me suis retrouvée à intégrer la coopérative, de Tarnos pour porter un projet entrepreneurial. Alors je n'aurais jamais cru que je serais un jour entrepreneur. Autour de la rédaction et avec l'idée du podcast en tête. Parce que le podcast a été créé dans l'après-coup, après mon entrée à la coopérative. Parce que j'avais en tête de faire valoir les témoignages que j'avais recueillis à l'écrit. Je les avais enregistrés, je me disais: «C'est dommage de rien en faire, il faudrait pouvoir les diffuser». Donc j'avais cette idée déjà, tu vois, de médias audio, mais c'était pas du tout conceptualisé et pensé, puis ça rentrait pas dans le cadre de la coopérative. Donc ça a mûri ensuite et c'est peut-être dans l'après-coup que j'ai réalisé qu'il pouvait y avoir une continuité avec mon premier métier. Tu parlais là de l'écoute par rapport à la notion d'écoute, de reformulation, de recueil, laisser une trace, transmettre, partager. Tu vois, il y a peut-être, ces valeurs-là qui se retrouvent et qui se rejoignent, mais plus dans l'accompagnement thérapeutique, quoique j'ai l'impression parfois dans mes interviews de faire du coaching à mon insu, parce que prendre la parole pour se raconter, c'est pas anodin et ce n'est pas facile et tu pourras aussi peut-être le dire. Et parfois, je me retrouve à, l'air de rien, à accompagner en amont l'invité que je vais interviewer, presque entre guillemets à le coacher, mais involontairement en fait. Donc tu vois, il y a quelque chose entre guillemets qui transpire de moi sans avoir cette intention-là en fait. Peut-être que petit à petit, une espèce de puzzle, tu vois, qui est en train de se reconstituer avec mes compétences d'avant, qui je suis, mes aspirations, et que c'est encore en mouvement et que c'est en train de se construire, mais ouais. Tu as tout à fait raison. Les compétences qu'on a acquises par le passé, on peut tout à fait les réutiliser dans ce que l'on fait dans le présent de façon totalement différente. Et là, c'est là que c'est merveilleux, parce qu'on découvre qu'on sait faire totalement autrement, et qu'on possède des ressources qu'on ne pensait pas posséder. Ça fait partie aussi effectivement de cette magie, de ce nouvel apprentissage, en exerçant un ou plusieurs autres métiers totalement différents. Les ressources se rejoignent et s'utilisent un peu partout. Oui, oui, et surtout que parfois on a la sensation qu'on sait pas faire autre chose que ce qu'on faisait avant. Moi, des fois, je me dis: «Mais en fait, je Oui. sais pas faire autre chose qu'être psychologue». Même quand j'étais psychologue et que je pouvais être en difficulté, que j'avais envie de peut-être d'évoluer sur d'autres choses, mais qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire? Je ne savais être que psychologue. D'ailleurs, c'est comme ça que je me définissais en société: «Tu es Katia, je suis psychologue». Aujourd'hui, c'est plus Oui. compliqué. Dis-moi, ces compétences acquises pourraient-elles servir à autre chose? Les auditeurs ne le voient pas, mais maintenant que tu commences à parler de ton projet, t'as ton visage qui s'illumine, tu souris. Donc c'est formidable, ça veut dire que c'est une expérience qui est positive pour toi. Est-ce qu'il y a une pensée ou une émotion récurrente qui se manifeste quand tu parles de ton projet? Moi, je parle en termes de vibration, peut-être parce que du mal à mettre des mots sur mes émotions, mes sentiments, tu vois? Sur ce que je peux ressentir, ou du moins sur ce que je ressens vraiment. Je dis souvent, et encore il y a pas si longtemps que ça, que l'activité du podcasting est ce qui me fait vibrer le plus, me semble-t-il, par rapport à la rédaction. Du moins, peut-être parce que c'est là où je prends le plus de plaisir. Voilà, peut-être si je peux mettre un mot peut-être plus concret, j'ai peut-être plus de joie et de plaisir effectivement à interviewer, à faire mes montages d'interviews, à les diffuser. J'ai peut-être plus de plaisir parce que c'est dans l'idée de mettre en valeur et en lumière et de valoriser les autres. Ouais, je le sens comme ça en termes de vibration et de plaisir en tout cas. Ouais. Ouais, Mais oui, je te oui. rejoins depuis que je me suis mise au podcast, je suis une droguée, hein. C'est fantastique comme exercice, ça oblige à se dépasser et puis on vit des expériences très intéressantes. C'est le prétexte aussi pour aller vers des personnes Exactement, peut-être qu'on aurait envie de connecter, on n'aurait pas au demeurant les moyens ou le prétexte d'aller les connecter, et là au moins, on peut. totalement. À quoi est-ce que tu aspirais quand tu étais, enfant? Quel métier voulais-tu faire? Pompier, Ah, astronaute? c'était ça ta question, parce qu'en fait, faut se le dire, tu m'as partagé quelques questions au préalable pour que j'y réfléchisse. J'avoue que j'ai un petit peu bloqué sur cette question, alors j'avais pas du tout répondu à ça. Mais la question c'était: «Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite?»
Oui, c'est ça. Ah, je l'ai pas entendu comme ça, tu vois? Qu'avais-tu compris? Heu, aspiration, moi, je l'entendais vraiment au sens large du terme. Moi, j'ai parlé de sécurité, de stabilité, tranquillité, d'équilibre. Ah non, mais je suis allée chercher des notions, Ah déjà oui, toutes petites. C'est intéressant de voir comment chacun peut l'entendre. oui. Non, à petite, je voulais être, est-ce que c'était toute petite? Vétérinaire. Enfant, je crois que c'était vétérinaire parce que j'adorais les animaux et donc c'était de ouais, m'occuper des animaux et je l'ai perdu de vue. Je sais pas pourquoi, comment, mais j'ai perdu cette envie. Était-ce pour être dans la rencontre avec les animaux ou avec leur maître? Ah non, moi je crois que c'était vraiment les animaux, soigner, D'accord, m'occuper des animaux, oui. OK. Sans avoir notion de la dimension médicale, soins qu'il peut y avoir dans ce métier-là, hein, mais c'était les animaux, en fait, c'était le prétexte pour être avec des animaux. Mmh. Il y a quand même un lien avec le métier de psychologue, hein, si on peut faire un grand écart, c'est la notion du soin. Oui, oui. Oui, oui. Je sais pas vraiment ce qui me motivait, mais pourquoi vétérinaire? Mais je crois que c'était vraiment parce que c'était un métier en lien avec les animaux, en fait. Vraiment, petite, c'était ça. Ouais. Mais j'entends encore à nouveau le fait que tu es dans le lien, Ouais. s'occuper des autres. Oui, oui, oui. Plus grande, ça a été journaliste, tu vois, quand j'étais au collège. Je voulais être journaliste pour voyager, pour, faire des Pareil. reportages et puis on m'a dit: «Mais, ce sont des études difficiles, tu sais». Alors on m'a voilà, on m'a pas empêché d'eux, mais du coup j'ai changé d'idée. On est pas mal à avoir eu ce projet-là à l'adolescence, parce qu'effectivement, c'est très intéressant. Tu voyages gratuitement et tu interviewes des gens à l'autre bout du monde. C'est un peu comme être en vacances, quoi. C'est C'est plutôt pas ça, mal. d'allier l'utile à l'agréable, de pouvoir voyager en même temps. Effectivement, c'est parfait. C'était Dis-moi, ça. depuis que tu es dans ce nouveau projet professionnel et donc de vie aussi, dans quel état émotionnel te réveilles-tu le plus souvent? Alors parce qu'on sait bien que ça fluctue, hein, on n'est pas des machines, donc il y a des jours où ça se passe bien, puis d'autres un peu moins bien, c'est clair. Est-ce qu'il se dégage une émotion, particulière, une pensée particulière au réveil, en sachant que tu es en train de t'occuper de ton projet? Il y a une part de joie et de plaisir et il y a une part d'anxiété. Alors peut-être au moment même où on enregistre, ça tient aussi peut-être à la période au moment où on enregistre, qui est un peu une période charnière aussi pour l'évolution de mon projet. Comme tu dis, la vie de l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille, on passe par des phases émotionnelles, comment dire? Il y a l'anxiété et en même temps, je crois que j'ai éprouvé beaucoup plus d'anxiété que ça par le passé, paradoxalement, avec une vie a priori plus sécurisée et plus stable, si j'ai envie de dire, même si c'était pas si stable que ça, mais j'ai vraiment plaisir à faire ce que je fais et de la joie. En plus, là, je viens de créer une nouvelle, activité en lien avec tout le reste. C'est une nouvelle offre qui me donne vraiment aussi du sens à ce que je fais et qui me donne envie vraiment de la déployer vraiment et en même temps, j'ai l'impression d'avoir, tu sais, le compte à rebours qui est enclenché parce que j'ai un temps, mais peut-être que c'est moi qui me donne cette limitation. En tout cas, financièrement et matériellement, j'ai une deadline et donc j'ai de l'anxiété par rapport à ça parce que, qu'est-ce qu'il en sera de cette activité-là dans 3 mois? Parce que c'est comme s'il ne me restait plus que 3 mois pour la développer, pleinement et en même temps, je n'imagine absolument pas faire autre chose. Je n'imagine de toute façon plus repartir en tant que psychologue, encore au moins avec l'actualité du moment. Ça ne résonne absolument plus pour moi et en même temps, je me dis là encore une fois, si je dois repartir trouver un job qui serait alimentaire, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir aller faire? Et je ne vois pas autre chose que ce que je fais aujourd'hui. Mais là, après, il y a aussi le principe de réalité avec, voilà, une partie financière, matérielle, économique qui doit rentrer dans l'équation. Donc voilà, j'ai de l'anxiété par rapport à ça, sur qu'est-ce qu'il en sera dans 3 mois parce que j'aurai une décision importante à prendre et en même temps, je n'imagine pas faire autre chose que ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est très compliqué. Donc j'ai de la joie à faire ce que je fais, mais il y a un point de pression et d'anxiété, voilà, qui vient aussi, peser dans la balance. Je pense que tu viens de très bien décrire la problématique des entrepreneurs dans leur début d'activité et même après, je pense qu'on est à tous à un moment Mmh. des moments donnés où ça fluctue parce que c'est jamais un long fleuve tranquille. Tu as dit un truc très important à mon sens, c'est par rapport à la question de l'anxiété qui est moins forte que lorsque tu étais beaucoup plus en sécurité. En fait, aujourd'hui, tu es beaucoup plus actrice de ta vie et je parle au-delà de l'entrepreneuriat et donc en fait, tu es beaucoup plus en capacité de gérer ton état émotionnel et les situations qui se présentent. En fait, tu es beaucoup plus responsable de ta vie aujourd'hui que tu l'étais avant. Alors c'est pas un jugement de valeur, hein, parce que j'ai été salariée aussi et j'étais beaucoup plus insécure à l'époque que je ne le suis aujourd'hui et j'ai pas du tout envie de revenir en arrière. Redevenir Mmh. salarié n'est pas un objectif de vie. Ah mais moi non plus. Alors, je crois encore moins, enfin, j'ai l'impression de m'être rigidifiée moi dans un
fonctionnement, c'est-à-dire d'être sortie de mes carcans institutionnels il y a 3 ans et là d'avoir retrouvé une espèce, ouais, de liberté, d'indépendance avec tout le pendant, voilà, négatif que ça aussi comporte, hein, par l'anxiété et cetera. Ça ne repose aussi que sur nous, c'est-à-dire que la pérennité ou la réussite de notre activité, là, elle repose aussi que sur nous. Même si l'univers nous donne des coups de pouce, peut-être, il n'empêche que c'est à nous effectivement de nous mettre en action. Mais c'est vrai que si je refais un peu le bilan, je crois que je pouvais être beaucoup plus anxieuse par le passé. Je crois que je n'aurais jamais pu imaginer être dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. J'aurais été à feu et à sang, ça aurait été inimaginable et je me demande parfois: «Mais comment j'arrive à gérer?» Parce que l'anxiété que j'ai, elle est pas débordante, tu vois? C'est assez étonnant, finalement, de voir comment est-ce qu'on peut réagir. On peut jamais finalement présager de comment on va réagir dans telle et telle situation. Je crois que ce que j'ai vécu avec la suspension et la crise sanitaire dans mes structures et la crise sanitaire en général, ça m'a vraiment aussi révélé, tu vois, dans qui je suis au fond de moi et la force de caractère que je peux avoir, malgré mes zones de vulnérabilité et de fragilité. C'est Eric Vera que j'entendais souvent reprendre cette, phrase de mourir, debout mais pas vivre à genoux. Alors c'est pas être kamikaze non plus, quoique, mais il y a une espèce de force, en fait, qui s'est révélée et qui fait que oui, j'ai de l'anxiété, mais c'est vraiment gérable. Et il y a 3, 4 ans de ça, j'aurais été dans un état de panique à vivre ce que je vis aujourd'hui ou depuis 3 ans. C'est peut-être une des leçons, ça vient nous révéler vraiment, en fait, ouais, dans nos zones de faiblesse et de force et de Je ouais. pense que cette expérience qu'on vit depuis enfin, qui a commencé effectivement en 2020, à la fois, traumatisante, difficile, mais extrêmement, transformante, salvatrice. On est beaucoup à avoir vécu cette transformation et c'est plutôt un bien. Alors, souvent l'humanité a besoin de vivre des choses difficiles pour se transcender, voilà. Tout à fait, c'est ça. Ouais, ouais, oui. Une nouvelle question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce qu'être porteuse de ce projet actuel donne du sens à ta vie? Alors tu y as déjà répondu en partie par rapport à la question précédente. Bah, j'ai envie de te dire oui. Oui, parce que j'ai switché dans mon état d'esprit il y a 1 an maintenant et si j'ai passé beaucoup de temps, bon, je continue à le faire un tout petit peu, mais dans une moindre proportion, à dénoncer, en fait, ce à quoi je ne consens pas dans notre, tu parlais de système, dans notre société, que ce soit au niveau, de l'éducation, de la santé, de la justice et cetera. J'ai passé beaucoup de temps à dénoncer ces 3 dernières années et en fait, l'année dernière, j'ai vraiment switché, j'ai décidé de changer d'état d'esprit et de nourrir plutôt ce que j'avais envie de voir se développer, se réaliser, se construire, dans cette société ou dans cette nouvelle société. Donc oui, ça a du sens dans le sens où j'ai l'impression d'apporter ma petite pierre à l'édifice et de m'engager sur quelque chose qui est beaucoup plus porteur, énergisant, dynamique et pas de rester dans une espèce de marasme et en engageant quelque chose qui soit plus dans l'ouverture, peut-être du cœur ou dans l'ouverture peut-être du champ des consciences, bah, finalement, ça amène aussi à soi de belles rencontres. Donc oui, je dirais que ça donne du sens dans ma vie parce que tu vas peut-être me poser la question, mais c'est ce qui me fait me lever le matin aussi et que j'ai l'impression de manquer de temps. Tu vois, là, j'étais encore en train de réfléchir à ma programmation pour les interviews à venir. Je suis bookée encore jusqu'à novembre, donc j'ai pas assez de temps. J'ai l'impression de manquer de temps pour faire ce que j'ai envie de faire, tu vois? En même temps, c'est plutôt positif, ça veut dire que tu fais des choses et que tu avances. Oui, oui. Oui. Je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire, tu parlais de vibration tout à l'heure, moi je préfère le terme d'énergie, mais en fait, quand on est en colère ou qu'on est en deuil, on nourrit, je dirais, la bête qui, pose le problème de la souffrance. Quand on dépasse ça, on est en train de s'auto-alimenter et d'alimenter quelque chose de nouveau. Mmh. Et c'est ça que tu as fait, ce passage qu'on a tous dû passer parce qu'il y a un deuil à faire par rapport à tout ce qui s'est produit et des changements radicaux de façon de penser et de percevoir la réalité pour pouvoir construire autre chose. Et je suis encore en train de faire le deuil. C'est-à-dire que c'est pas aussi clivé et binaire et duel et c'est pas, tu vois, j'ai pas changé fondamentalement non plus. Tout cohabite encore en ce moment, tu vois? J'ai encore de la colère parfois, beh, tu vois, de la nostalgie. Tu me posais la question si mon métier me manquait. Enfin, ça, c'est encore présent et pour autant, j'ai envie d'avancer. D'ailleurs, c'est un peu le sujet d'une discussion ce week-end avec des amis qui a été un petit peu houleuse. Sur le fait que, par exemple, on aurait la possibilité jusqu'au 1er janvier 2025 de mettre nos employeurs en justice, enfin, pour la suspension et cetera. Mais c'est parce qu'en fait, au-delà du 1er janvier 2025, on n'aurait plus la possibilité de le faire. Donc là, sur les réseaux, en ce moment, ça tourne l'information qu'on peut, faire des démarches et cetera.
Sauf qu'en fait, ça ne donne aucune garantie, c'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'on va avoir gain de cause, qu'on va être indemnisé, qu'il va y avoir réparation. Ce sont des procédures qui vont être extrêmement longues, ce sont des démarches individuelles. Et en fait, moi, là-dessus, j'ai fait une croix, c'est-à-dire pour moi, c'est OK, je ne ferai pas ce genre de démarche. En conscience, j'ai décidé que je ne ferai aucune action en justice par rapport à ce qui s'est passé. Je suis pas à 100% dans l'acceptation et le pardon dont on parle. Je Oui. suis en chemin, ça prend du temps, mais j'ai décidé d'avancer. C'est pas encore complètement guéri, mais en même temps, je n'ai pas envie de mener ces actions en justice pour en avoir déjà vécu par le passé. Je sais ce que ça coûte sur tous les plans et en fait, en termes de bénéfices et de risques ou de désagréments, voilà, j'ai vite fait mon choix, en fait. Petit à petit, peut-être, est-ce que dans ma vie, il y a plus de place à mes projets, mes projections sur l'avenir que ce que j'ai vécu par le passé, même si c'est encore très présent, tu vois? J'en parle régulièrement, mais plus là aussi pour informer, tu vois? Dénoncer au sens de rappeler ce qui s'est passé pour ne pas que ça se reproduise, informer, prendre la mesure de ce qu'on a vécu, tu vois? Plus dans ce sens-là, en fait, et peut-être que ça m'aide aussi quand même à accepter aussi que ça se soit passé et que j'ai pris aussi des décisions qui ont fait que, voilà, en souveraineté, maître en mon royaume, j'ai pris des décisions qui ont fait qu'il y a eu des conséquences. Je pourrais incriminer, le gouvernement, tout ce qu'on veut, oui, mais j'ai aussi pris des décisions à un moment donné qui ont fait que, parce que j'ai eu le choix et on a eu le choix. En tout cas, c'est ma vision des choses. On avait de toute façon le choix de dire oui ou de dire non. Et après, ça a eu des conséquences et après à chacun effectivement de reprendre les rênes de sa vie et de se mettre en action, aussi difficile peut-être que ce soit, mais peut-être que je m'écarte de ta question là. Pas du tout. Non, 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 tu y réponds à ta façon, effectivement, mais tu as raison de souligner le fait que les frontières ne sont pas aussi délimitées qu'on pourrait le croire. C'est toujours un cheminement. Je vois bien avec mon podcast, les sujets que je traite, je pense que je les ai mûris puisque je les ai traités dans ma vie, que ce soit au niveau personnel ou pro, depuis des années. Et je vois quand je fais l'écriture du texte que ça me conduit encore ailleurs et que moi, ça me fait grandir. Donc, on est toujours en fait en évolution, en transformation. Il y a rien de figé en fait. Le passé, le présent et le futur sont en cohabitation. Et la question est-ce que je reste là à attendre que ça se passe ou est-ce que j'agis, quoi? Et est-ce que je décide d'agir pour m'opposer à ce qui existe ou est-ce que je décide d'aller dans la construction d'autre chose? Je pense que notre monde a aujourd'hui besoin peut-être des deux profils. Je n'ai Mmh. pas de réponse à ça, mais je pose la question sans attendre forcément de réponse. Mais je pense que aujourd'hui c'est ça qui cohabite et on n'est pas tous au même niveau de conscience et d'acceptation de Mmh. la situation. Et on fait tous de notre mieux avec les moyens qu'on a. Oui, on fait ce qu'on peut. Mais dis-moi, quel est le sens que tout cela donne à ta vie aujourd'hui? Est-ce que ce que tu faisais avant donnait aussi autant de sens? Ah moi la valeur travail avait une place extrêmement importante, c'est-à-dire que moi je comptais pas mes heures. Comme j'avais plusieurs employés en plus, j'étais démultipliée dans mon activité. C'est là où cette expérience aussi de suspension était intéressante parce que moi je me définissais par mon travail. Mon travail remplissait, grandement ma vie et donc c'est qui on est finalement quand on perd ça. Par quoi on se définit, qui on est. Parce que je te dis, c'est ce qui remplissait ma vie, même comme je te l'ai dit tout à l'heure, même si je me heurtais aux institutions, parce que on me disait souvent, mais c'était pas dur d'être psychologue en gériatrie, en soins palliatifs, parce que ben, j'accompagnais des personnes qui soit avaient des troubles cognitifs ou des troubles du comportement, soit avaient une maladie grave, et étaient sur le point de mourir. Dans tous les cas, ils étaient tous sur le point de mourir quasiment, puisque en gériatrie, bon ben, on accompagnait la vie jusqu'à son dernier souffle. Et moi, je répondais souvent: «C'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est l'institution et c'est le travail en équipe». Donc malgré tout, j'essaie de trouver du sens dans l'accompagnement que je proposais aux résidents, à leurs familles et aux patients. Et le travail en équipe, bon, ben, voilà, on composait, en fait. Je crois que j'ai aussi désillusionné en me disant: «Mais finalement, est-ce qu'on peut arriver à se comprendre?» C'est-à-dire que j'ai l'impression que les médecins parlent japonais, les infirmières parlent chinois, les psychologues parlent anglais. En fait, on est tellement chacun dans nos problématiques, et dans notre jargon. Comment est-ce qu'on peut vraiment arriver à s'entendre pour se mettre au service d'un patient? Les projets qu'on constituait, pour moi, c'était juste des cases qu'on remplissait parce que on avait beau constituer des projets personnalisés, c'était pas lu, c'était pas mis en application. Le sens, c'était ça, c'était d'être là pour les personnes qui étaient institutionnalisées, pour amener une part d'humanité. Je crois que, beh, je prends aussi conscience de ça en discutant avec toi, puisque c'est un peu aussi mon cheval de bataille aujourd'hui avec mon podcast. Comme j'ai vécu profondément la déshumanisation et la destruction du vivant en institution, et je trouve que c'est ce qu'on vit aussi depuis 4 ans.
Je mets un point d'honneur aussi à remettre de l'humanité dans ce qu'on vit et donc à faire valoir tous ces humains qui œuvrent pour le vivant dans son ensemble. Voilà, qui font aussi leur part dans l'humanité, pour préserver le vivant, qu'il soit humain, animalier, environnemental. Ce que tu dis me fait penser au concept de l'être et du faire. On nous apprend, je trouve, depuis l'enfance, à faire et que c'est ce que l'on fait qui définit qui nous sommes. Alors qu'en fait, non, c'est exactement le contraire. C'est ce que je suis qui va déterminer ce que je vais faire. Et ça, c'est vraiment, je trouve, depuis 4 ans, un réapprentissage qui est en train de se faire pour pas mal de gens, de redécouvrir qui ils sont vraiment plutôt que de faire ce qu'on leur a dit de faire depuis toujours, de rester à la place qu'on leur a assignée. Pour continuer, j'aurais envie de savoir si tout ce travail que tu fais depuis 3 ans, et puis là depuis 1 an qui s'est intensifié avec ton podcast, est-ce que ça a changé la vision que tu as de toi-même? Je me suis découverte à pouvoir créer un podcast parce que je suis autodidacte. Je n'ai suivi aucune formation pour le coup sur comment on interviewe quelqu'un. C'est vrai que je me dis qu'il y a quelques restes de psychologue peut-être dans les entretiens que je pouvais mener, mais je me suis pas formée vraiment sur tout ce qui était technique, montage, donc c'est entre guillemets peut-être du bricolage, mais j'ai découvert que j'avais des ressources, c'est-à-dire que j'étais capable d'aller chercher par moi-même l'information et essayer de la tester, la mettre en application. J'ai pris conscience que j'étais capable de prendre des décisions, même si c'était envers et contre tout et que je pouvais, être à l'écoute de moi, comme tu disais aussi, voilà, vraiment, aller au bout de mes idées, quoi qu'on en dise autour, même si c'est à contre-courant, même si, de pouvoir dire non. Je refais un petit clin d'œil à la discussion que j'ai eue ce week-end dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est vrai que je crois que je suis sortie de mes gonds dans la discussion que j'ai eue parce qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression qu'on venait me dire encore une fois ce que j'avais à faire, ou on me renvoyait que mon comportement n'était pas cohérent. Et là, je crois que j'ai explosé, mais je crois parce que j'ai eu un ras-le-bol qu'on me dise que c'est des injonctions, même si ça part d'une bonne intention. Et qu'on me dise: «Tu dois faire ci» ou «Tu devrais faire ça» ou «C'est pas cohérent que tu fasses ça». J'ai pris conscience que j'étais capable aussi de poser des noms, de poser des limites, de les dire, alors avec les formes ou pas les formes. Même si c'est pas, voilà, dans le sens de la pensée unique, dans le sens, tu vois, de pouvoir affirmer, en fait, qui je suis. Je pense que vraiment la suspension, ça a révélé ça et depuis, je crois que vraiment c'est ce qui s'est mis, en œuvre, en fait. Ouais. D'être peut-être plus déterminée, à l'écoute aussi de qui je suis, donc de pouvoir, l'affirmer. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir dire ce qu'on a à dire et de pouvoir le défendre face aux autres qui nous donnent l'injonction de devoir se comporter de la façon Mmh. dont il semblerait que ce soit la meilleure pour absolument tout le monde. Est-ce que ça a modifié aussi ta relation aux autres et au monde, d'avoir changé tout ça dans ta vie? Oui, parce que j'ai envie de dire que ça a été un tsunami quand même dans ma vie depuis 3 4 ans, sur le plan social, relationnel, professionnel, social. D'affirmer sa vision du monde, qui plus est quand elle va à contre-courant et qui n'est pas, la majorité, la bien-pensance et cetera. Bah oui, ça a des répercussions dans ces relations, donc j'ai perdu, en chemin des relations, des amis, des collègues. J'en ai créé de nouvelles et j'ai l'impression par contre, est-ce que c'est le revers de tout ça, d'avoir une pensée qui s'est un petit peu rigidifiée? Pas d'être moins tolérante et dans la vision du monde telle que je l'ai aujourd'hui ou peut-être telle que je l'ai découverte ou que j'ai l'impression de l'avoir découverte ces dernières années, comme si j'étais devenue, ouais, assez intransigeante et peut-être j'ai un petit peu plus de mal à accepter qu'on puisse pas voir les choses comme moi et donc ça peut avoir des points de des points de friction parce que je crois avoir raison et je crois avoir juste, du moins c'est ma vérité et donc il y a des choses avec lesquelles je suis plus du tout en accord et donc j'ai l'impression que ça a fait un petit peu le tri aussi dans mes relations parce que j'ai l'impression de m'être rigidifiée dans ma posture et je sais pas si je suis dans le juste, en fait, tu vois? Aujourd'hui, je me pose la question: «Est-ce que vraiment je suis dans le juste?» Donc j'essaye, tu vois, de quand même de me remettre en question et est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je me suis fourvoyée? Est-ce que c'est, en tout cas, il y a eu des changements énormes, ça c'est sûr. Pas de mon fait, hein, ça s'est fait naturellement aussi. Peut-être parce qu'on était plus sur la même longueur d'onde, comme on dit. En tout cas, j'ai une vision du monde qui est pas très jolie, jolie. Si je peux me permettre, j'aurais tendance à penser que la période où on est un peu intolérant, c'est parce qu'en fait, on est dans une période de transition. Parce Mmh. qu'après, il y aura un lâcher prise. Donc c'est une étape, tu as besoin d'affirmer ta position et puis après tu pourras lâcher prise et laisser les gens penser ce qu'ils veulent parce que de toute façon, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec toi. Maintenant, je te propose qu'on imagine que ce monde est ton monde parfait
Il ressemble à quoi? C'est difficile ta question là comme ça. J'ai souvent fait référence à la notion d'humanité, mais il serait déjà beaucoup plus empreint d'humanité, d'empathie, d'écoute, d'entraide, de solidarité. On aurait peut-être plus de possibilités d'agir comme on a envie d'agir, sur le plan de la santé. Si on a envie de se soigner naturellement, eh ben on a le droit de se soigner naturellement sans que ce soit considéré comme de l'ordre du sectaire, qu'on ait la possibilité de peut-être d'éduquer les enfants comme on a envie de les éduquer, avec un peu plus de souplesse peut-être, tu vois, dans moins de formatage, mais surtout oui, plus de d'humanité. Je n'aime pas le monde qu'on est en train de nous proposer, de ce monde de transhumanisme qu'on est en train de nous proposer. Je faisais référence tout à l'heure au fait que encore moins aujourd'hui, j'aurais envie de reprendre mon métier de psychologue. Pourquoi? Parce qu'en ce moment même est discutée la loi sur la fin de vie. Et là, on est en train d'imaginer prendre des décisions pour donner la mort volontairement. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'étais dans mes services de psychologie en gériatrie, je serais à feu et à sang parce que je serais en train de m'insurger sur les décisions qu'on est en train de prendre au niveau du gouvernement pour pouvoir donner délibérément la mort à ceux qui pourraient le souhaiter sans avoir à s'y opposer. Et là, je me dis non, de respecter la vie en fait, de mettre tout ce qu'il faut en place pour aller au bout de sa vie dans les meilleures conditions possibles en étant accompagné, soigné, considéré, parce que pour moi c'est pas du tout ce qui est en train de se vivre en fait. Donc mon monde à moi idéal, il serait celui-là, mais il n'y a rien d'exceptionnel dans le fond. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des désirs qui soient exceptionnels. Et ce qui est important, c'est que ça soit quelque chose qui a du sens et qui soit important pour toi. On arrive au bout de cette interview, alors voici ma dernière question. Qu'est-ce que la souveraineté intérieure pour toi? Est-ce que cette expression signifie quelque chose pour toi? Et si tu devais lui donner un autre nom, quel serait-il et pourquoi? Alors c'est un terme que je ne connaissais pas jusqu'à il y a 2-3 ans, je crois, la notion de souveraineté. Et j'ai l'impression que pour le coup, je l'entends dire un peu à tout va aussi, tu vois, que c'est une espèce enfin que c'est quelque chose qu'on fait valoir à tout va. La souveraineté, pour moi, c'est effectivement peut-être notre propre autorité, notre propre capacité à pouvoir prendre des décisions pour nous, en dehors de toute, j'allais dire injonction, projection, influence, manipulation, contrainte. Nous sommes de plus en plus contraints à prendre des décisions alors qu'on ne consent pas à faire des choses. Donc pour moi, la souveraineté, c'est de pouvoir, ça rejoint le monde idéal que j'ai, mais de pouvoir décider pour soi, en conscience, de ce qu'on a envie pour soi, pour sa santé, pour l'éducation, oui, d'être maître en son royaume, pour reprendre la petite phrase de Muriel dans une des interviews qu'on a fait ensemble, de pouvoir décider pour soi sans qu'on soit, sans qu'il y ait une forme d'extorsion de consentement parfois, sans qu'on nous fasse du chantage. Alors c'est marrant que tu dises que tu entends beaucoup le mot souveraineté. Alors moi, c'est la seule personne que j'ai entendu la prononcer, c'est Philippe Guimond, l'ingénieur physicien, qui parle de la physique de la conscience. Sinon, moi, je l'entends nulle part. Ah oui? C'est Et moi, j'ai marrant, hein? l'impression de l'entendre sur les réseaux, dans les discussions. Oui, est-ce que c'est pas aussi Étienne Chouard qui en parle? Enfin, beaucoup entendent beaucoup la notion de souveraineté, oui, de reprendre D'accord. sa souveraineté. Parfois, des vidéos sur YouTube de médiums. Enfin, j'entends ce mot-là très fréquemment, de reprendre sa souveraineté. Il est temps de reprendre sa souveraineté, d'être souverain. Tu sais, il y a des moments où il y a des mots qui résonnent plus que d'autres et en fait, on fait une espèce de fixation là-dessus. Donc, voilà, toi, c'est souveraineté Mm. pour l'instant. On est au bout de cette interview. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter avant de terminer? Merci. Alors, je n'ai pas fait ma psychothérapie, mais j'avais l'impression d'avoir mis hors de moi, pas que ça a été éprouvant, mais j'ai l'impression que je me suis livrée, encore une fois, en toute authenticité et vulnérabilité et j'ai été pleinement transparente, je crois, sur qui je suis, ce que je vis, ce que je ressens. Peut-être est-ce que là, j'ai eu l'occasion de pouvoir dire des choses que j'avais pas encore dites en interview. Merci. L'un des objectifs de ces interviews est de permettre aux invités de parler un peu plus de leur intériorité. Donc je pose des questions qui relèvent du processus du coaching, qui ne sont pas à base de pourquoi, mais plutôt à base de est-ce que, en quoi, etc. Donc c'est un peu normal que tu sois un peu fatigué parce que je t'ai invité à rentrer en toi pour apporter des réponses plus personnelles, moins mentales que ce qu'on pourrait faire habituellement. Et encore, on peut le dire, tu m'avais partagé des questions au préalable. Donc, c'est pas comme si je Oui, découvrais tout aussi aujourd'hui, mais il n'empêche que bon, je les ai préparés un peu, mais pas trop, parce que j'avais aussi envie de laisser faire le moment et de voir ce qui se dirait à ce moment-là. Mais je suis allée dans des zones
que j'avais pas forcément beaucoup exploré ou verbalisé peut-être, ouvertement jusqu'à présent. Bon, bah, Ouais. alors c'est chouette, j'ai atteint mon objectif, je suis ravie. Moi aussi, je te dis merci Katia pour ta sincérité, tu l'as dit, dans tes réponses effectivement et de t'être prêtée au jeu, de parler, plus intimement de toi. Je te remercie de m'avoir fait, confiance là-dessus, d'autant plus que pour moi, c'est un nouvel exercice en termes d'interview. Je suis pas tout à fait encore détendue, hein, je suis un petit peu crispée sur mon siège. Moi aussi, je pense qu'après, je vais être un petit peu fatiguée de t'avoir fait cette interview, et d'autant plus que je vais être encore plus fatiguée puisque vendredi, c'est moi qui m'y colle et que tu vas m'interviewer. Et ça aussi, ça va être nouveau pour moi et ça dure beaucoup plus longtemps a priori que mon interview, même si je crois que je viens de dépasser mon temps. Je voudrais aussi mettre à disposition des auditeurs des liens vers ton podcast ou autre. Donc, si tu le souhaites, bah, tu me donnes des informations. Mmh. Je te Ok. donnerai tout ça avec grand plaisir. Bah, merci Katia. Merci à toi Christelle. Dans le prochain épisode, on parlera de la façon dont nos besoins sont satisfaits sans que nous en soyons vraiment conscients. Car la souveraineté intérieure induit d'être conscient que ce sont nos pensées qui façonnent nos vies et le monde, et que ces pensées déterminent également les besoins que nous exprimons plus ou moins clairement. C'est tout un programme qui suppose plusieurs épisodes pour l'expliciter. Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast La Voix du M'en-Foutisme, likez, commentez, aidez-moi à avoir de la visibilité. Merci beaucoup. On se retrouve dans 15 jours.